Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation, cet webinaire qui est sur le programme d'intégration du personnel en soins infirmiers diplômés hors Québec. C'est le personnel DHC qui est reconnu comme ça comme un diplômé hors Québec devant le l'OIQ, qui est l'Ordre professionnel des infirmiers y infirmières du Québec. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas y que que están de hecho in- interesadas en esta información que estamos ofreciendo. Esta presentación es en colaboración con Infirmières Sans Frontières, que es una plataforma que nos va a permitir compartir de forma más fácil la información sobre los procesos de convalidación de títulos y de ejercicio de la profesión de enfermería en la provincia de Quebec. Entonces, desafortunadamente, la presentación inicial no puede ser subida en esta plataforma de YouTube, pero la quise retomar porque es información bien importante. La anterior presentación que fue en vivo tuvo muchos problemas de comunicación, de sonido, perdón. Entonces no quería perder la oportunidad de, sin embargo, dejar disponible esta información que se compartió, que como les decía, es muy valiosa. Entonces vamos a dar inicio. Les objectifs aujourd'hui, c'est de comprendre c'est quoi le but principal du programme d'intégration. Identifier les principaux défis auxquels les DHC, comme je l'ai mentionné, c'est les diplômés hors Québec, font face durant le stage d'intégration qui dure d'ailleurs 30 jours. Se familiariser avec le déroulement du programme, connaître les stratégies mises en place par les institutions pour soutenir le professionnel DHC. Donc, nous allons voir aussi dans le contenu de la présentation une petite introduction, pourquoi ce programme, définir c'est quoi le stage clinique pour le personnel diplômé hors Québec, quels sont les objectifs ou les attentes en fait de l'OIQ face à cette formation ou cette intégration, quels sont les défis et les besoins auxquels les IDHQ ou IDHC, qui, comme je le mentionnais au début, c'est vraiment au Canada ou le Q pour Québec, font face. Et par la suite, quel est le soutien et quelles sont les ressources disponibles durant le programme d'intégration. Donc, tout au long de la présentation, nous allons voir ce point. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les taper dans la boîte de commentaires et ça nous fera vraiment plaisir de vous répondre à ces questions-là. Donc, pourquoi un programme d'intégration? Pourquoi un stage d'intégration? En fait, ce qui arrive, c'est que la population au Québec, là, je vais parler vraiment du Québec, la population âgée de 85 et plus est l'une des populations qui représente en fait une croissance plus importante ou plus rapide et elle a augmenté de 12% par rapport à 2016. Donc, on voit que c'est quand même une augmentation qui est assez importante et nous voyons en fait qu'avec cette croissance rapide et avec cette population de cet âge-là, c'est quand même une proportion importante des gens en fait qui ont besoin de plus de soins, qui vont présenter plus de problèmes de santé, qui ont des problèmes de santé, des maladies chroniques et d'autres limitations d'activité. OK? Donc, le vieillissement aussi de la population modifie l'équilibre des services. Donc, on voit qu'il y a plusieurs domaines. C'est pas juste au niveau de la santé, mais d'autres domaines qui doivent être modifiés pour pouvoir soutenir et combler les besoins des personnes âgées qui ont besoin de plus de soins. Euh, En fait, je ne l'ai pas écrit, c'est pas marqué ici, mais oui, je comprends, on comprend tous, il y a une augmentation importante au niveau de cette population, mais ce qui arrive aussi, c'est que la population qui est vraiment entre 15 et 24 ans, qui c'est les gens qui vont rentrer bientôt ou qui sont déjà dans le marché du travail, est plus petite par rapport à cette population qui est plus âgée. Donc, on voit qu'on ne peut pas, et ça, il y a d'autres problématiques, bien sûr, qui se rajoutent à celle-ci.
Mais tout ça, ça fait que la main-d'œuvre au niveau des soins de santé est vraiment en pénurie. Donc, c'est pour ça le gouvernement a mis en place des programmes pour aller chercher des travailleurs en santé dans d'autres pays. Donc, c'est quoi le stage clinique pour les diplômés hors Québec ou hors Canada? En fait, c'est le comité d'admission par équivalence de l'OIQ, qui est l'ordre professionnel, qui a déterminé si la personne qui a présenté ses documents peut ou non suivre le programme d'intégration professionnelle. Donc, j'avais posé comme question si on savait pourquoi qu'il y a des personnes qui sont ou non candidates à faire cette intégration-là. Et comme les personnes qui ont participé au webinaire qui avait été fait originalement ont répondu, c'est que bien sûr, c'est des gens qui ont démontré dans les documentations que les compétences qu'ils ont acquises en fait dans leur pays d'origine où ces professionnels ont fait leur formation. Euh, Ces compétences-là ont été reconnues par l'OIQ comme des compétences qui ressemblent vraiment beaucoup aux compétences qui sont acquises par les infirmières formées au Québec. Ce programme a une durée de 30 jours. Je l'avais mentionné aussi que dans certains cas, ça pourrait aller à plus de 30 jours, des fois 40 jours, parce que les employeurs vont mettre en place vraiment un soutien qui est important pour aider justement les gens à réussir le stage. À la fin de ce stage, il y a une évaluation qui est faite par l'établissement et ce rapport qui est fait ou cette évaluation est envoyée à leur professionnel, à l'OIQ, qui par la suite va dire ou va donner cette réponse de réussite ou non au stage clinique. Le déroulement en soins généraux, en médecine, en fait, et en chirurgie, c'est vraiment l'obligation. C'est la prescription qui est faite par l'OIQ. Donc, le stage clinique, même si les personnes ont de l'expérience dans d'autres domaines comme le bloc opératoire ou périnatalité ou la pédiatrie, si c'est des gens qui sont choisis ou qui peuvent aller faire le stage d'intégration, il faut savoir que ce déroulement est vraiment dans des unités de médecine ou de chirurgie. OK? Et que la clientèle qu'on vise, c'est vraiment la clientèle adulte ou gériatrique. Si jamais, comme je l'ai dit, si jamais l'expérience est vraiment dans d'autres domaines ou avec d'autres populations comme la pédiatrie, c'est l'OIQ qui doit accepter ou non la demande qui est faite par le candidat pour pouvoir faire le stage dans d'autres services. Euh, le stage peut inclure aussi des cours, des ateliers, d'autres formations qui sont complémentaires ou d'autres activités qui sont planifiées avec l'infirmière qui est responsable du programme. Et nous allons parler des personnes en fait qui sont responsables du programme et ou le superviseur en fait du stage, mais nous allons voir c'est qui ces personnes-là. OK? Bon, ceci est la suite. Comment ça se passe le stage? Bon, ce déroulement est vraiment durant les quarts de jour ou le quart de soir afin de permettre, le but en fait, c'est de pouvoir se familiariser avec un plus grand nombre de situations qu'on vit dans les unités de soins et avec le contexte organisationnel. Donc, ces situations ou ce contexte se vit surtout durant le jour ou le soir, ok, plutôt que la nuit où on a une organisation différente et on a plus, en fait, on a un groupe ou une équipe en fait de soins plus diminuée. Donc, c'est vraiment de jour la prescription, mais dans des cas rares, on va trouver que les candidats vont passer vraiment à faire son stage de soir. Mais sinon, normalement, ça va être 2 jours de 8 à 4 ou de 7h30 à 3h30. C'est vraiment un quart de travail de 8 heures.
qu'est-ce qui arrive si la personne décide de faire ou non plus de 8 heures par jour? En fait, la seule façon de pouvoir exercer durant ce programme d'intégration, c'est vraiment d'être sous la surveillance d'une infirmière ou un infirmier qui est inscrit au tableau de l'OIQ. Ça veut dire que si la personne fait des quarts de jour de 8 heures, c'est vraiment des 8 heures que la personne candidate va faire aussi son stage. Mais si jamais ça arrive que la personne qui est nommée, ou on l'appelle en fait la tutrice aux jumelles, cette personne fait des quarts de jour de 12 heures, probablement que c'est une attente qui pourrait être faite, mais jamais sans la surveillance de l'infirmière ou l'infirmier qui accompagne en tout temps la personne candidate. D'accord? Donc, c'est quoi les attentes de l'OIQ face à ce stage? C'est quoi quel est qu'est-ce qu'ils visent en fait avec notre formation ou cette intégration de 30 jours? Donc, ils veulent qu'on se familiarise avec le contexte de pratique du Québec. C'est quoi le système de santé? Comment on va vraiment interagir avec nos équipes et avec la population? Et c'est vraiment se familiariser. Mais il faut faire attention parce que c'est pas de venir apprendre, mais il le mentionne, c'est se familiariser parce que l'OIQ s'attend à ce que nous, les candidats, démontrons nos compétences qui ont été répertoriées dans la grille d'évaluation du programme d'intégration professionnelle des infirmières diplômées hors Québec. C'est vraiment dans ce document-là où on a tout mentionné, quelles sont les compétences que nous avons dit avoir. Et c'est vraiment un moment ou une période de temps, c'est 30 jours, pour démontrer que nous avons acquis ces compétences. D'accord? Mais par contre, on va se retrouver avec plusieurs défis, justement parce que nous avons 30 jours, je l'ai dit depuis le début, c'est ça la prescription de l'OIQ. 30 jours de stage, mais par contre, si on va le voir aussi dans le soutien qui nous est offert par les établissements, mais si dans ces 30 jours, nous n'arrivons pas à démontrer que nous avons les compétences, on pourrait faire d'autres ententes, en fait, avec l'employeur. Mais malgré ça, nous allons voir que nous avons plusieurs défis et des besoins auxquels nous faisons face. OK? Le premier que j'ai mentionné et qui est en vécu, qui est réel, en fait, c'est la langue. Je sais que c'est vrai en fait que beaucoup de gens ont pris de cours en français, qui vont vraiment investir plusieurs sortes d'études durant leur jour. Ça dépend de chaque personne. Mais malgré tout ça, ces efforts-là, des fois, la langue est vraiment une limitation très importante ou une barrière qui, des fois, est difficile à surmonter. Donc, sachez que ça va arriver le moment où vous allez vous sentir frustré, que vous allez sentir que ce n'est pas assez tout ce que vous avez fait, mais c'est normal. C'est normal de sentir ça et c'est normal parce que nous sommes dans un contexte différent. Imaginez-vous, c'est l'exemple que j'avais donné aussi, comme une personne de 85 ans, par exemple, qui est souffrante. Donc, moi, comme hispanophone, lui parler, poser des questions afin d'essayer de comprendre c'est quoi cette douleur et probablement que la personne est en train de décrire c'est quoi cette douleur, mais qu'elle n'arrive pas à se faire comprendre. Lui dire, oh, excusez-moi, pourriez-vous me répéter? Ben, je veux que vous me mettiez vraiment dans ce contexte-là. Pensez à cette personne qui est très souffrante, qui essaie de vous expliquer qu'il a mal et que nous, et que moi, je donne moi-même un exemple. Si je n'arrive pas à lui comprendre c'est quoi sa douleur, comment je peux vraiment donner les soins à cette personne.
Donc, je vais plutôt me retrouver avec une personne qui va refuser probablement se faire soigner par moi ou qui va probablement... euh, ben, en fait, on va trouver plusieurs situations qui vont déclencher, en fait, ou suite à cette incompréhension ou à cette barrière. Donc, je veux juste vous familiariser avec ça, peu importe le nombre de cours, le nombre d'heures qu'on passe à étudier le français, des fois, ça va nous arriver. OK? Donc, soyez prêts à ça, mais juste pour que vous sachiez que c'est normal. C'est normal d'avoir des sentiments des fois qui probablement vont pas représenter nos compétences. OK? Ça va se placer avec le temps, mais il faut s'attendre à certains moments qui vont être plus difficiles à cause de la langue. Je vais mentionner aussi le modèle culturel. Je vais parler de l'individualisme slash collectivité. Donc, c'est juste pour mentionner que les Québécois, c'est vraiment, le Québec, en fait, c'est une société qui est plutôt plus individualiste versus notre culture en Amérique latine, par exemple, où on est plus dans ce modèle de collectivité. Donc, des fois, c'est des personnes des candidats en fait, qui vont arriver tout seuls ou avec leur famille, qui n'ont pas leur réseau normal, des amis, la famille, qui des fois vont les aider des- parce qu'on sait que c'est la réalité de notre culture. On va prendre soin des enfants aussi, de nos frères, nos sœurs, nos nièces en fait. Mais ici, on ne va pas retrouver la même chose parce que ici, c'est plutôt une culture plus individualiste. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas en équipe, mais c'est plus le soutien, c'est plus cette réalité à laquelle, comme candidate, nous allons faire face. OK, donc, des fois, nous allons voir aussi avec les patients. Les patients ici, les personnes âgées, sont pas pris, les soins ne sont pas donnés par leur famille, mais vraiment par le système de santé versus dans nos pays où nous prenons en fait, nous prenons plus soin de nos personnes âgées. D'accord? Par la suite, nous avons les protocoles. Vous avez probablement aussi entendu parler beaucoup, si vous avez des personnes qui ont déjà passé par ce programme. Nous avons beaucoup de protocoles que nous devons suivre, en fait, des protocoles pour des soins différents ou des interventions très différentes ou pour des situations différentes, pour certaines douleurs, pour certaines problématiques qui présentent les patients, par exemple constipation ou ça me vient en tête aussi, bon, je l'ai mentionné, la douleur, une préparation intestinale, donc on les appelle ou des ordonnances collectives ou des ordonnances individuelles qui sont déjà préimprimées. Donc, c'est à savoir que ça existe. Nous avons déjà des procédures qui sont préétablies et qui vont justement nous donner un peu plus d'autonomie versus nos établissements où, en fait, des établissements dans d'autres pays où il faut à chaque fois appeler le médecin, leur demander une ordonnance, une prescription. Donc ici, à cause de ces protocoles-là, nous avons plus d'autonomie pour les mettre en place selon les critères de ces ordonnances. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. On fait beaucoup d'usage ici des abréviations en latin. Donc, encore là, c'est très différent que dans nos pays en Amérique latine ou même en Europe, où on n'utilise pas trop les abréviations en latin. Donc, je vais vous montrer également un exemple tout à l'heure. Et par expérience, en fait, je peux pas vous démontrer ça, mais dès ce que je comprends ou avec les personnes que j'ai eu la chance de parler un peu plus, c'est plutôt le PRN l- qui est le plus utilisé, qui veut dire au besoin. Donc, c'est le plus connu, mais sinon, on a beaucoup d'abréviations dans les ordonnances ou dans les prescriptions. Le nom des médicaments, encore une fois, dépendamment des pays, nous utilisons des différents noms,
des fois des noms génériques ou des noms commerciaux. Ici, on utilise beaucoup les noms commerciaux. Donc, c'est rarement qu'on va mentionner l'acétaminophène pour mentionner ce médicament, mais plutôt le Tylenol qui est le nom commercial. Et par exemple, pour l'hydromorphone, qui est l'opioïde qu'on donne le plus souvent, je vous dirais pas beaucoup de gens le connaissent comme l'hydromorphone, ils vont le connaître plus comme le Dilodit. Donc, sachez qu'on utilise beaucoup les noms commerciaux ou commerciaux aussi. Dans l'organisation de soins, je l'ai mis aussi comme un défi parce que il faut connaître vraiment nos champs d'exercice. Moi, en tant qu'infirmière registrée, je dois connaître parce que dans mes fonctions, je dois coordonner les soins des patients aussi. Donc, pour que je puisse vraiment faire cette fonction ou accomplir ce rôle, il faut que moi, je connaisse mon champ d'exercice, que je connaisse le champ d'exercice des infirmiers auxiliaires et le champ d'exercice des PAB qui sont les préposés aux bénéficiaires. Donc, moi, je ne peux pas dire que je vais être tout le temps vraiment la chef d'équipe, alors que je dois aussi être auprès du patient, mais en même temps, je dois déléguer des soins parce que je dois travailler toujours en équipe avec d'autres professionnels. OK? La durée du stage clinique, je le mentionnais tout à l'heure, c'est 30 jours de stage. À mon avis, honnêtement, personnellement, ce n'est pas assez pour pouvoir démontrer tout ce qui m'est demandé de démontrer. C'est 30 jours. Des fois, l'employeur va nous donner quelques jours de plus. Ça va dépendre parce qu'ils vont mettre en place beaucoup de ressources pour que ça aille bien, pour qu'on réussisse le stage. Mais sachez que des fois, c'est 40 jours, probablement pas plus que ça. Donc, c'est un défi aussi si je le mets en comparaison avec le stage qui est fait par les infirmières françaises, c'est un stage de 75 jours, ont déjà la langue, ont déjà plus de... Ils sont plus impliqués. Et la langue qui est vraiment une barrière très importante, ils l'ont déjà, mais malgré ça, ils vont avoir 75 jours de stage versus nous, qui allons avoir 30 jours max, 40 jours de stage. Maintenant, ceci est vraiment un exemple des défis que j'ai mentionnés tantôt. Nous avons ici un exemple du plan thérapeutique infirmier qui est le PTI. Sachez que c'est un document légal et que c'est notre rôle et responsabilité en tant qu'infirmière de remplir et compléter ce plan thérapeutique pour les patients. OK? Donc, ici, dans la première partie, vous allez voir, c'est le constat de l'évaluation. Nous, les infirmières, nous sommes les responsables des évaluations et des patients et de déterminer quels sont les risques ou les besoins plus importants des patients. Et selon ces besoins ou ces risques, nous devons faire un suivi clinique et déterminer quelles sont les interventions qui doivent être faites auprès du patient. Donc, nous devons donner des directives aux infirmiers auxiliaires, à d'autres infirmières aussi et aux personnes préposées aux bénéficiaires. J'ai donné un exemple ici également sur une ordonnance collective. Celle-ci est une ordonnance pour traiter la constipation. Il y a d'autres feuilles qui manquent, mais c'est juste pour donner un exemple de c'est quoi une ordonnance collective. Tantôt, j'ai parlé des protocoles. Les ordonnances collectives rentrent dans ces protocoles qui sont mis en place par les établissements, dépendamment des besoins. Donc, ça ne veut pas dire que tous les établissements vont avoir, par exemple, le même type d'ordonnance. Ça se peut qu'il y ait des hôpitaux qui l'ont, d'autres hôpitaux qui n'ont pas d'ordonnance pour la constipation. Et à ce moment-là, on ne peut pas les appliquer pour tous les patients qui vont respecter certains critères, mais plutôt c'est à communiquer avec le médecin. Donc, voilà, c'est la différence. Nous allons pouvoir, si vous avez des questions, en fait, vous pouvez les laisser en commentaire. Ça nous fera plaisir parce que c'est quand même un sujet qui est plus large et où on pourrait vraiment approfondir beaucoup plus. J'ai par la suite donné un exemple d'une ordonnance pharmaceutique que nous allons retrouver
assez souvent dans les dossiers des patients. Donc, j'ai mis ici l'Ativan en milligrammes, PO, PRN, TID et HS. Donc, si je vois ça comme ça, c'est beaucoup de lettres, euh, mais c'est vraiment des abréviations en latin. Ça veut dire quelque chose en latin. C'est pas nécessaire de connaître c'est quoi la traduction, la définition en latin, mais juste savoir c'est quoi vraiment qui nous est communiqué par les abréviations seulement. Donc ici, on a l'Ativan, tout le monde connaît ça, en milligrammes, PO qui est Perros, donc par la bouche, PRN qui est au besoin, TID qui veut dire 3 fois par jour et HS qui veut dire avant le coucher. Donc la prescription ici, c'est de donner l'Ativan en milligrammes au patient via oral selon son besoin jusqu'à 3 fois par jour et HS qui veut dire avant le coucher. Donc, c'est en total de 4 fois par jour que le patient pourrait avoir son activant s'il en a besoin. D'accord? Donc, c'est un exemple des abréviations, mais il y en a vraiment beaucoup plus que ça ici. Par la suite, je vais vous présenter le soutien et les ressources qui sont disponibles durant le programme d'intégration. Donc, vous savez, il y a des défis, mais aussi nous mettons des, ressources en place pour aider le personnel, ok, les candidats qui viennent. Avec ceci, je veux aussi mentionner, c'est très important de savoir que c'est pas tous les établissements de santé qui ont la même expérience avec le recrutement international. Donc, ça veut dire qu'il y a des hôpitaux qui vont avoir développé des programmes qui ça fait longtemps, plus longtemps, qui ont déjà des personnes qui viennent d'autres pays. Donc, le programme d'intégration est beaucoup plus, euh, probablement, je pourrais dire qu'il est meilleur développé par rapport à d'autres hôpitaux qui commencent avec le recrutement et qui n'ont pas un programme nécessairement comparé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais sachez que tous les hôpitaux ont la responsabilité de faire intégrer les candidats comme il faut et de mettre en place du soutien pour les aider à réussir le stage. D'accord? Donc, ici, j'ai mis le programme d'accueil. Encore là, est vraiment personnalisé ou pour chaque établissement, en fait. Selon les besoins de sa population, chaque établissement va vraiment développer son programme d'accueil. Ce programme d'accueil veut dire le stage de 30 jours. Le tutorat ou le préceptorat, qui est fait par une infirmière tutrice ou jumelle que nous appelons, c'est l'infirmière qui accompagne le candidat ou la candidate sur les unités de médecine ou de chirurgie, en fait, sur les unités de soins. Donc, ce n'est pas la personne qui est responsable du programme ou du stage, mais vraiment la personne qui va accompagner tout le long du stage dans les unités de soins auprès des patients. Donc, c'est vraiment la tutrice ou la jumelle, la personne jumelle. Vous allez voir qu'on va vous fournir le guide d'intégration. Donc, c'est un guide qui a une partie théorique qui va durer quelques jours. C'est vraiment pas plus qu'une semaine normalement. Et par la suite, vous allez passer vraiment tout ce qui est la pratique. Donc, c'est vraiment le stage auprès des patients. Vous allez voir qu'il y a des formations qui vont probablement être données de façon obligatoire ou que vous allez passer, on va vous le demander selon les besoins de l'établissement, selon la demande de l'OIQ. Donc, il y a des formations qui sont obligatoires, mais c'est à savoir et à gérer vraiment avec l'établissement. Je peux pas vous montrer une liste de formation parce que ça n'existe pas. C'est vraiment avec les institutions où vous allez travailler. Par la suite, vous avez le soutien par la direction de soins infirmiers et les conseillères en soins infirmiers.
je veux vraiment faire beaucoup d'emphase sur ceci. C'est vraiment les personnes les plus importantes que vous allez rencontrer tout au long de votre carrière probablement parce qu'elles vont vous donner, vous accompagner, vous soutenir en tout temps durant ce programme d'intégration. Si vous avez des questions, si vous avez des problématiques, si vous avez des conflits, peu importe, c'est les conseillers en soins qui vont pouvoir faire le pont entre vos besoins et les ressources qui sont disponibles pour vous. Donc, c'est vraiment vos meilleurs amis et vos personnes ressources principales, je pourrais dire, qui vont vous guider tout le long du programme. Et non seulement tout le long du programme d'intégration, mais les conseillers en soins sont là pour soutenir toute l'équipe de soins en général, peu importe à quel moment ou dans quel moment de leur expérience euh, et ces personnes-là vont avoir besoin. Donc, c'est voilà pour les conseillers en soins infirmiers. D'accord, je vais passer ici avec le cahier d'activité. En fait, c'est le déroulement général du stage. Vous allez avoir un cahier d'activité, des mises en situation. Ils vont vous faire vraiment pratiquer plusieurs situations selon les besoins plus importants dans vos institutions. Donc, c'est en même temps des activités qui vont pouvoir probablement vous aider aussi à préparer votre examen de l'OIQ. OK? Vous allez connaître c'est quoi le soutien clinique. Je vous ai mentionné déjà les infirmières, conseillères en soins infirmiers, mais ça se peut que vous allez avoir d'autres soutiens cliniques. Donc, c'est à connaître selon chaque établissement. Ça va être mentionné tout le long de votre stage aussi. Vous allez voir, durant ce stage, vous allez apprendre aussi c'est quoi la gestion des situations d'urgence. J'ai mis le code bleu en exemple, mais selon les situations, les établissements, pardon, vous allez avoir plusieurs codes des couleurs pour justement vous aider à gérer ces situations qui vont se présenter. Donc, même si c'est quand même une clientèle qui est, euh, je veux dire, qui est plus stable, c'est quand même des contextes de soins. Donc, ça va être important de connaître comment on gère ces situations d'urgence. Et je profite juste pour revenir au grand défi qui est la langue. Imaginez-vous dans une situation de code bleu. Ça va être très important de pouvoir communiquer parce que c'est ça, c'est une situation qui est déjà assez stressante pour des gens qui parlent déjà la langue. Donc, imaginez-vous pour nous qui des fois avons plus de difficultés à nous exprimer. Donc, c'est jamais assez ce que vous faites pour apprendre le français. D'accord? Vous allez apprendre à travailler. Euh, pas, ok, je reprends ma phrase. Donc, vous allez apprendre sur l'organisation du travail. Donc, encore une fois, c'est très encadré en fait les fonctions de l'infirmière auxiliaire, la PAB. J'ai pas mentionné ici l'assistante du supérieur immédiat qui est l'ASI. Donc, normalement, c'est l'ASI qui est comme la chef d'équipe, c'est elle qui va coordonner les soins, les équipes. Mais sachez que nous, en tant qu'infirmières, nous devons aussi pouvoir coordonner ces soins. Et si jamais l'ASI n'est pas là, nous allons faire ce rôle. Donc, c'est vraiment de connaître leurs tâches aussi, la relève de dossiers, l'organisation, la distribution de travail, la délégation. Donc, c'est vraiment des choses importantes que nous, en tant qu'infirmières, devons connaître. Et vous allez l'apprendre durant le déroulement du stage. Vous allez apprendre aussi c'est quoi les outils de référence informatisés, c'est quoi l'intranet qui est utilisé ou le répertoire informatique qui est utilisé selon chaque établissement. Il y a des établissements qui vont utiliser la MSI, que vous allez entendre parler probablement, qui est la méthode de soins informatisés. C'est vraiment la plateforme qui nous guide, qui va guider nos interventions, qui va nous donner le protocole pour certaines interventions, par exemple, comment installer une sonde urinaire ou quel type de cathéter ou quel type de tube nasogastrique nous utilisons
dans cet établissement et comment nous l'utilisons. Donc, c'est vraiment des outils qui vont vous servir à faire beaucoup de différences entre vous, bien sûr, et d'autres professionnels qui, malgré qu'ils sont déjà là, ça fait longtemps, connaissent pas probablement ces ressources ou ces références, en fait. Donc, voilà, c'est grosso modo ce qui est le programme d'intégration. Je veux vous remercier vraiment de votre participation. Encore une fois, ceci est la reprise de la présentation qui a été faite le 19 février. Malheureusement, c'est à cause des problématiques du son et j'ai dû la reprendre, mais sachez que toute l'information sur le déroulement du stage est ici et que si vous avez des questions, nous allons pouvoir répondre à vos questions si vous laissez des commentaires dans la boîte à commentaires ci-bas. Et sachez aussi que ce n'est pas la première fois que nous allons faire ce type de rencontre, de session informative. Donc, sachez juste que nous sommes là pour pouvoir vous répondre à vos inquiétudes. Donc, merci beaucoup et bon stage, en fait. J'espère pouvoir vous rencontrer bientôt, pouvoir connaître vos expériences vécues. Donc, voilà. Merci encore une fois et bonne journée.